Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 8 de ce Tour de France 2023. C'était du côté de Limoges, l'arrivée de cette étape qui partait de Libourne, 201 km d'un parcours en première partie plat et en deuxième partie un peu plus vallonné, même si c'était pas des pentes extrêmes du côté de la Haute-Vienne. Et à ce petit jeu-là, eh bien, c'est Pedersen qui a été le plus fort. Mais on va revenir un petit peu sur tout ça dans cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette étape. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font. Vous pouvez aller voir EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis vous pouvez aller voir également TikTok avec le débrief rapide de l'arrivée quand la connexion 4G ne fait pas des siennes. Dans les 20-25 minutes qui suivent, grand maximum l'arrivée de l'étape. On commence tout de suite avec cette journée du côté de Limoges. Vraiment, l'étape elle a été intéressante pour l'échappée. C'est vrai qu'il y a eu une grosse bagarre pendant 30 km. Parce qu'on a fait 30 km à 55-60 à l'heure, hein, vraiment. Et après, ça s'est bien calmé ensuite. Mais c'est vrai que les 30 premiers kilomètres ont été très rapides parce que EF voulait pas laisser partir un échappé sans eux. Et au final, l'échappée est quand même parti sans un coureur de chez EF. Il y a eu plusieurs tentatives. Après, c'est vrai que ça a été beaucoup plus calme. Mais bon, il y a eu quand même des choses bizarres. La stratégie de la Quick Step, à part de niquer l'échappée, je sais pas quelle était. C'est-à-dire que Asgreen, à quel moment il s'est dit je vais pouvoir remonter 2 minutes seul. Voilà, il y a un moment, bon. Et à quel moment chez Soudal Quick Step, ils se sont dit Asgreen, il va pouvoir remonter 2 minutes seul, donc il faut plus que Tim Declercq qui roule. Voilà, c'était une belle stratégie à Total Energy, ça, dis donc. Enfin, Soudal Quickstep, il y a des fois... ça fait quand même depuis 2 ans, Soudal Quickstep, bon, des fois il y a des mauvais résultats, mais je trouve qu'en termes de stratégie, parfois ils se plantent quand même pas mal. Hein. Heureusement qu'il y a Remco Evenepoel quand même dans cette formation depuis 2 ans, parce que c'est 60% des résultats, c'est Remco Evenepoel. C'est-à-dire qu'après, il y a un peu Jakobsen, derrière, ensuite, c'est beaucoup plus compliqué. Cette équipe est devenue Remco dépendante. C'est-à-dire quand il n'y a pas Remco Evenepoel, waouh, t'as l'impression que il n'y a plus grand-chose en stock. Hein. C'est terrible. Quand même, il va falloir remédier à ça du côté de Patoche Lefevere. Parce que en dehors de Remco Evenepoel, t'as Jakobsen, Vermeulen, qui a fait 2-3 bons petits résultats, et puis en dessous, rien. C'est-à-dire que imaginons l'année prochaine, Remco Evenepoel, j'espère pas, mais se blesse, se fait un truc, il est indisponible toute l'année. L'équipe, elle gagne 3000 points, 3500 points UCI, enfin elle gagne que dalle. Donc il va falloir un petit peu se mettre ça dans la tête et essayer de reconstruire quand même un petit peu de collectif. Parce que je trouve que c'est une équipe qui est un petit peu vieillissante, mais qui a surtout pas mal de coureurs qui sont pas très performants. Et on pourrait notamment parler de Julien Alaphilippe qui, je trouve, a plus du tout le niveau qu'il avait du côté de Imola. Mais là, en plus, quand la stratégie, ça veut pas, bon. De toute façon, à une époque, j'ai envie de te dire que Quickstep, ils étaient capables de faire 2 et 3 de Paris-Roubaix, alors que, bon, voilà. Et ils l'ont fait plus d'une fois de faire 2 et 3 de Paris-Roubaix ou des classiques belges à cause de stratégies très mauvaises. Sprint, encore très bien filmé le sprint, hein. Alors déjà, il y a 2 choses dans le final. Chute, Yates, Landa. Il faut attendre quand même 10 minutes, un quart d'heure pour voir que ce sont des spectateurs qui ont fait tomber les deux. Ça aurait pu être montré tout de suite, c'est ce qu'on appelle un replay. Deuxièmement, quand Yates se relève et Landa se relève, on ne sait absolument pas le retard qu'ils ont sur le peloton. Ça aurait peut-être été intéressant de nous le dire. Et deuxièmement, le sprint qui est filmé encore. C'est-à-dire qu'il y avait 2 virages. Pour vous expliquer le sprint, il y avait un virage de kilomètre, un virage de 800 mètres. Et ensuite, c'était fond plat montant, ligne droite. Pourquoi on est resté 250 mètres sur la caméra du dernier virage avec le peloton de dos? Voilà. Le peloton de dos. Hein.
Je sais pas si c'est ça aussi sur le. J'ai pas vu le, si le dernier kilomètre, ils ont mis ça sur Twitter parce que j'avais des petits soucis de connexion internet. J'ai dû débrancher mon téléphone parce qu'il n'y a pas une prise dans la maison où tu peux avoir la 4G. Mais ça a été une catastrophe la manière de filmer le dernier kilomètre. Il faut que j'aille sur la page du Tour de France. Ça a été très très mal filmé encore. Hein. À ce niveau-là, je dirais que c'est presque du. Enfin voilà, je le dis, mais c'est du talent. Parce que je vois pas comment on peut rater. Enfin, on peut filmer un sprint aussi mal. Enfin voilà, là je vais me le remettre. Tout vous dire, là je l'ai à l'écran. Voilà, on est à 1 km. Donc là, la première courbe sur la gauche. La deuxième courbe qui arrive sur la gauche. Là jusque-là. Je dirais que c'est pas trop mal. Bon, on n'utilise pas la caméra hélico, on décide de faire avec les caméras au sol. Là, voilà, on est à 800 mètres de l'arrivée. On a le deuxième virage. Hop, caméra de dos. Alors là, il n'y a plus l'indice de kilométrage. Voilà, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 secondes avec un peloton de dos. Avec le peloton qui s'éloigne comme ça au loin. 15 secondes. Eh ben dis donc pépère, faut prendre du kawa à un moment, hein, parce que quand on a de temps, faut être réalisateur, ça demande de pas avoir de temps. Voilà. Je trouve, bon, lui il est pas bon, mais alors il est mal aidé en plus, hein, c'est-à-dire qu'il est pas top. Et puis les mecs avec lui dans le car régie, il y en a plus d'un qui sont pas bons non plus. Hein, parce que là, je pense qu'il faut lui dire quand même à un moment de changer de plan de caméra. Enfin, je sais pas, mais bon. Magistral. Enfin voilà, bon, il y a un moment, Anthony Forestier, c'est magique. Plusieurs choses à vous dire. Déjà, départ fictif que je vais enregistrer pour la journée de repos. Vous pouvez poser vos questions sur cette première semaine. Et la deuxième semaine qui arrive, je prendrai, je pense, 8-10 questions, pas plus. Contrairement au premier départ fictif, l'idée c'est de faire une vidéo de 40 minutes, mais pas plus. Donc ça sera lundi 21h. Voilà, pour la journée de repos, vous avez un départ fictif. Les sondages du jour, on va y revenir, parce que c'est vrai que là, j'ai pas eu de problème avec Intersport. Ah, ils m'ont pas annulé toute ma commande Intersport. J'étais méchant hier. Ils m'ont gardé un t-shirt. Je sais plus combien de trucs que j'avais commandé. Ah, c'est bien. Après, j'ai regardé sur Internet, les avis Internet sur le site en ligne d'Intersport, c'est gratiné. Bon, les sondages, si ça s'affiche correctement, parce que là, Internet en ce moment, c'est un peu capricieux. Oui, bien entendu, ça va pas vouloir s'afficher. Il y avait 2 sondages. Voilà. Ah si, ça s'affiche. Putain, ça met du temps. 2 sondages. Le premier sondage, c'était pour vous, l'arrivée de l'étape 7 était-elle trop dangereuse? Eh bien, vous avez dit oui à 37%, non à 63%. J'aurais vu plus de oui. Pour moi, c'était touchy, mais bon, voilà, vous considérez que c'était bon. Moi, je trouvais que c'était un peu touchy, mais bon, voilà. On n'a pas le même avis, hein. On n'a pas le même avis, mais on a le même maillot. Et pour vous, qui va gagner l'étape 8? Un autre coureur, 55%. J'avais mis Mats Pedersen, comme quoi je suis pas mauvais, à 10%. Jasper Philipsen à 11%. Brian Cocard, 21%. C'est vrai que j'étais un petit peu déçu de son sprint à Brian Cocard. Je m'attendais à mieux. Et puis Corbin Strong, 4%. Lui aussi, hein, il n'a pas fait un sprint super. Enfin, ça a été un peu plus compliqué. Bon, on passe à la note de l'étape, j'ai mis 13 sur 20. Je dirais que c'était pas une étape mauvaise, mais voilà, je m'attendais à ce scénario-là. Alors, je m'attendais à un peu plus de monde dans l'échappée. Moi, je vous avais dit plutôt, je crois, 5-6 coureurs. Et ouais, là, on était sur 3, je m'attendais un peu plus. Mais bon, c'est encore le même problème aussi. Alors là, il faut quand même saluer le travail des équipes de sprinters qui ont très très bien filtré l'échappée, pour pas avoir trop de monde. Et puis oui, bah un sprint intéressant, même si c'était très mal filmé, mais le sprint est intéressant avec une belle bagarre et puis un énorme Mats Pedersen, mais avec un gros travail de Lidl Trek. Et ça, on y reviendra dessus. Et puis des petits changements au niveau du général. Là aussi, on y reviendra. On passe tout de suite au bilan des Bleus.
Bilan des Bleus qui ne va pas être folichon aujourd'hui. Alors certes, il y a eu du grand Anthony Turgis. En plus, il n'avait pas eu une année facile, Turgis. C'est vrai que la période des classiques n'avait pas été fantastique. Mais là, je trouve qu'il a encore montré du bon travail. Il mériterait d'être dans une autre équipe, vraiment. Turgis, parce que je trouve que souvent, c'est le problème de Total, c'est-à-dire qu'il est un peu seul, quoi. Ça s'aperçoit sur les classiques, sur certaines classiques, c'est un mec qui est un peu seul, alors que c'est un mec qui est capable de faire, encore une fois, des très bons résultats sur les classiques flandriennes. C'est vrai que sur les grands tours, ça a toujours été un peu plus compliqué, mais c'est pas le seul à avoir ce type de souci-là. Hein. C'est le Van Mark, c'était un peu pareil. C'est des mecs voilà, qui mettent tellement d'énergie pour être performants sur les classiques flandriennes qu'après, c'est vrai que le reste de la saison est parfois un peu plus compliqué, mais là, il a fait une super échappée. Voilà, bon. Ce qui coûte cher à l'échappée, je pense aujourd'hui, c'est vraiment la stratégie de la Quick Step. Parce que. Alors, je sais pas s'il sera allé au bout, mais ils auraient pu être pris qu'à 3-4 km de l'arrivée et ça nous aurait donné encore plus de suspense dans le final. Ce qui a joué en sa défaveur, c'est bien entendu le fait que De Klerk ne veuille pas passer les relais. Et c'est vrai que pour lui et de la place dans l'échappée, c'est ce qui a fait mal. Après, il a bien relancé l'échappée. Voilà, il attaque fort dans le final et bon, c'était un parcours qui pouvait lui convenir sur la fin. Bon, après, c'est sûr que le peloton, on sentait bien que la Jumbo-Visma avait envie, même si en termes de résultats, ça ne s'est pas concrétisé parce qu'on voit un peu que Van Aert est un petit peu en difficulté quand même cette année. On peut se poser quand même des questions, même chez Jumbo. Est-ce qu'ils en font pas un peu trop? Je pense que ça va être le sondage de ce soir. Est-ce que Jumbo n'en fait pas un peu trop? Et du côté de l'étape, que Turgis fait une belle journée. Et au moins Total Energy, aujourd'hui, la stratégie est un petit peu plus compréhensible. Plus-moins, Brian Cocard. Aujourd'hui, c'était... Je mets pas flop parce qu'il fait quand même 6ème. Et pour Cofidis, ce sont des points, UCI. Mais c'est quand même des points au niveau du maillot vert. Mais c'est vrai qu'on s'attendait quand même à un peu mieux de Brian Cocard aujourd'hui. J'ai l'impression que ça s'est pas bien goupillé dans le final. Après, c'est encore compliqué de parler de ce sprint parce que, encore une fois, ces fameuses 15 secondes, 20 secondes de plan avec un peloton de dos, ces 20 secondes, on peut pas analyser le placement à ce moment-là de Brian Cocard. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu enfermé et qu'il trouve jamais vraiment l'ouverture, malgré le travail qu'a fait Alexis Renard, qui était quand même un travail un peu moins important en termes de quantité que du côté de Nogaro. Il a fait quand même encore une fois un bon boulot, Alexis Renard, mais il lui manque un Walscheid. Voilà, il lui manque un vrai poisson pilote. Ce qui lui aurait permis peut-être d'avoir des meilleurs résultats, parce que c'est vrai qu'Alexis Renard, c'est un bon coureur, mais c'est pas un poisson pilote. Walscheid, je pense qu'il peut avoir ce rôle-là, il aurait pu avoir ce rôle-là pour Cocard, et ça aurait peut-être pu aider dans le final. Bon, voilà, c'est dommage pour Brian Cocard, qui se retrouve à avoir un petit peu de retard, je crois, hein, le retard a un peu augmenté au niveau du maillot vert. Il a désormais, plus de 100 points de retard. C'est vrai que ça va être dur de déloger Philipsen. Philipsen, il a déjà 258 points au classement du maillot vert, ce qui est énorme parce qu'il y a des mecs qui ont remporté le classement du maillot vert avec ce total-là de points. Donc vraiment, il est costaud. Puis en plus, Cocard, il voit Pedersen se rapprocher à 6 petites unités. Donc c'est vrai que c'est pas catastrophique, mais ça aurait pu être mieux. Et puis je termine avec les flops. C'est de nouveau la Total Energy. Double ration de Total Energy aujourd'hui avec Sagan. Autant hier, bon, c'est vrai que Sagan sur les sprints sur le plat, début, c'est quand il était vraiment à son maximum qu'il était capable d'être performant sur les sprints sur le plat. Quand il était déjà à la Bora, souvent il faisait 6-7. Le fait, c'est qu'il était régulier, mais il gagnait rarement des sprints tout plats à une époque. Sagan, c'est vraiment quand il était à son maximum qu'il gagnait des sprints sur le plat. Et par contre, là, aujourd'hui, 4,5% dans le final, c'est là où on voit que Sagan, faut arrêter sa carrière, quoi. Faut savoir arrêter à temps.
Je crois que Sagan, il s'est pas arrêté, il n'a pas senti le moment. Mais il a plus la motivation du tout. Ce qui est, I think, je vais parler comme Sagan, parce que chaque fois que je regarde Total Energy, vous remarquerez un truc, il dit toujours I think, tout ça avec une voix un peu nasillarde, Sagan. Mais I think, tout prendre ta retraite, illico presto, quoi, parce que Sagan, il a pris la place d'un mec sur ce Tour de France, et je pense qu'on aurait mieux fait chez Total Energy de prendre Jason Tesson que de prendre Peter Sagan, parce que c'est un 13e. Là, ça ne frottait pas dans le final. Là, il y avait la place. Autant hier, ça frottait dur, et là, aujourd'hui, il y avait la place. Putain, on est sur un sprint en faux plat montant, le mec fait 13e, quoi. C'est. Enfin, bon. Et Total Energy fait partie de cette longue lignée de pré-retraités chez Total Energy. En passant, Sagan, c'est pas le seul, parce que Danielos, depuis longtemps qu'on ne l'a pas vu, Danielos, quand même. Que ça soit à l'avant du peloton pour emmener un sprint pour Peter Sagan, mais également en échappée. Danielos, il n'y a pas que Peter Sagan dans cette formation qui est un peu disparu. C'est dommage aussi qu'on n'a pas pris Bonnard, parce que bon. Comme quoi l'effet Sagan, ça a vraiment duré qu'un an, parce que cette année l'équipe fait quand même pas une très grande saison. Et en plus, en termes de résultats, Sagan c'est une victoire sur le Tour de Suisse. Enfin bon, à un moment, il faut dire la vérité. Sagan, il n'a pas apporté grand-chose à Total Energy à part les vélos Specialized. Et puis Steph Kras, chute provoquée par un spectateur. J'adore les spectateurs qui pensent qu'il n'y a pas assez de danger sur la route et qui décident de faire tomber les coureurs. Je dis attention à chaque fois. Alors là, il semblerait que c'est en tombant que le spectateur a fait tomber les coureurs. Bon, putain, tu fais gaffe, quoi. Il y a souvent les gens sont trop proches de la route, alors que dans un sprint, on sait que les coureurs remontent énormément. Donc, il faut toujours se mettre avec vraiment un décalage par rapport à l'herbe. Il faut laisser un peu de place sur l'herbe. Et surtout, il y a le vent qui peut un peu te déséquilibrer si t'es pas au top de ta forme. Putain, faites gaffe, quoi, les mecs. On est sur le Tour de France. On sait qu'il y a déjà assez de danger sur la route. Il y a assez d'aménagements urbains maintenant sur la route en France. C'est pas pour rajouter du danger. Et c'est dommage parce que Steph Kras, il faisait vraiment un bon début de Tour de France. Il faisait vraiment une belle performance et c'est un mec qui aurait peut-être pu faire un 10e, par exemple, 11e du Tour de France. Ça aurait été fantastique pour lui. Vous lui gâchez peut-être le seul top 10 qu'il aurait pu avoir de sa carrière sur le Tour de France parce qu'il y a un mec qui n'est pas foutu de tenir droit sur le bord de la route. Bon, ça c'est comme les chiens, il y a un moment. Parfois les gens sont stupides. Voilà, enfin certaines personnes. Il y a 10% de la population qui, des fois, mériterait quand même. Des fois, t'as vraiment envie de leur donner des claques. Mais là, putain. C'est comme le mec qui avait fait tomber Sénéchal sur Paris-Roubaix, quoi. C'est d'un niveau de débilité sans nom. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou. Les coureurs au top. On commence avec le vainqueur du jour, Mats Pedersen. Pedersen, des fois, il est quand même super impressionnant. Parce que des fois, il est capable de faire des trucs, des sprints vraiment, vraiment costauds. Là, aujourd'hui, ça fait partie des jours où il était sacrément fort. Sacrément costaud, quand même. Alors, bien emmené par l'équipe, parce que c'est vrai que Lidl Trek aujourd'hui, et pas Trek Lidl, parce qu'il y a un ordre au niveau des sponsors. C'est pour France Télé, parce que ça fait depuis le début du Tour de France qu'ils appellent l'équipe Trek Lidl, alors que le vrai nom de la formation, c'est Lidl Trek. Parce qu'il y en a un qui donne plus d'argent que l'autre, tout simplement. Donc, ça serait bien de le prononcer dans le bon ordre. Je sais, c'est un détail, mais c'est chiant pour les sponsors. Pedersen, donc très fort. Ciccone, qui a fait un super job. Également dans le final, Alex Kirch, très costaud quand même. Tony Galopin aussi, qui a fait un bon boulot entre 4 et 2 km de l'arrivée. Tout s'est bien goupillé pour Pedersen, mais en plus, il était imbattable aujourd'hui. Quand il lance son sprint, il le lance vachement loin son sprint. Il a fait au moins 325, 350 mètres de sprint. Waouh,
en faux plat longtemps. Pedersen, j'ai rarement fait ouah comme ça devant une performance comme ça physique sur un sprint. Moi, je fais souvent ouah, c'est sur le placement, c'est sur des choses comme ça. Où quand l'équipe est super bien organisée, je fais waouh sur un sprint, mais moins sur la performance physique. Mais là aujourd'hui, waouh, 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 waouh. Quand ça dépote quand même. Pedersen, hein. C'est quand même sacrément un coureur costaud. Et là, il a fait vraiment une très très belle performance, le Danois. Donc on peut vraiment saluer le coureur de la Lidl Trek et saluer le travail de cette formation, parce que c'est vrai qu'on a quand même un Ciccone qui s'est sacrifié pour Pedersen. Enfin, ça montre aussi que le collectif vit bien. Parce qu'un Ciccone, il aurait pu dire toi, je t'emmerde, moi demain, j'ai envie de prendre des points au classement de la montagne ou sur l'étape de mardi, et j'ai pas envie de faire de rouler pendant 100 bornes pendant une étape juste pour aider mon sprinter. Et bah, s'il l'a fait. Et pareil avec Galopin. Galopin, c'est quand même un mec qui tient peut-être une forme qu'il n'a pas tenue depuis 5-6 ans, et il s'est quand même mis au service de Pedersen. Moi je trouve que Trek Segafredo, c'est une équipe qui a pas toujours eu des grands, enfin Lidl Trek et avant Trek Segafredo, c'est une équipe qui a pas toujours eu des bons résultats, mais je trouve que c'est une équipe quand même qui court pas trop mal. C'est quand on regarde les équipes du peloton, je trouve que c'est une équipe qui court plutôt bien. C'est un peu comme la Groupama FDJ, voilà, c'est des équipes qui ont un peu moins de budget. Bon, maintenant le budget va s'agrandir, donc ça va peut-être être plus facile, mais qui, je trouve, font du bon travail. Mais Pedersen, oui, vraiment bien, Mats Pedersen aujourd'hui, et puis gros sprint, hein, vraiment, c'était très costaud. Et en plus, il faisait chaud. Il supporte de mieux en mieux la chaleur quand même, Pedersen, parce que ça fait partie des coureurs qui n'aimaient pas trop ça. Donc là, c'est une journée à 34 degrés, belle perf. Philipsen. Alors déjà là aujourd'hui il n'y aura pas de réclamation au niveau du sprint, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, il l'a dit hein, très clairement, parce que j'ai écouté un petit peu Vélo Club, enfin le podium, parce que là je mangeais ma petite glace devant Vélo Club, Céline Rousseau a encore posé une question à la con, mais bon, elle disait vous n'êtes pas un peu déçu, le mec fait 2. Bon, ça va quand même. Puis il a dit très clairement, voilà, Pedersen il était au-dessus. Il a dit, on n'a peut-être pas super bien bossé. C'est vrai que Van Der Poel aujourd'hui, c'était moins bien organisé que Bordeaux. Et déjà Bordeaux, c'était moins bien organisé que Nogaro. C'est-à-dire que là, Van Der Poel, il était un peu plus en difficulté. Je trouve, il a fait un effort, mais assez court. Et quand Pedersen lance, Philipsen, il se prend un petit trou. Et il n'arrive jamais à revenir. Et pourtant, Pedersen sur la fin, c'est un sprint long, mais Pedersen a très bien tenu en termes d'endurance, alors que Philipsen, j'ai l'impression que sur les 25-30 derniers mecs, il lui manque un peu de jus pour garder de la vitesse, alors que Pedersen, de manière assez exceptionnelle, arrive à conserver sa vitesse sur la fin de son sprint. Il perd très peu de vitesse entre le moment où il déclenche et le moment où il termine. Il passe à la ligne d'arrivée, parce qu'un sprint, c'est un petit peu comme un 100 mètres. C'est-à-dire que le sprint, vous avez les premiers mètres, c'est une phase de poussée. Vous appuyez fort comme un dératé sur les pédales. Et ensuite, sur la deuxième partie du sprint, donc comme sur un 100 mètres en athlétisme, l'objectif est de conserver la vitesse, votre pic de vitesse le plus longtemps possible. C'est-à-dire que vous allez atteindre votre pic de vitesse au bout de 50 mètres, 75 mètres de sprint, vous allez atteindre vos 70 km/h ou 74 km/h comme hier Cavendish. Et l'objectif, c'est que ces 74 km/h, vous arriviez à les conserver les plus longtemps possible pour passer la ligne genre à 73 km/h et pas à 68. Et Philipsen, sur les 30 derniers mètres, la vitesse elle décroche, vraiment. C'est ce qui fait la différence avec Pedersen, puisque Pedersen il a réussi à garder une courbe de vitesse qui était beaucoup plus rectiligne, on va dire, alors que là, si on veut regarder une télémétrie, Philipsen, je suis sûr, ça fait pouf. Ça, voilà, au niveau de la télémétrie, ça ferait comme ça baisse d'un coup. C'est vrai que sur les 30 derniers mètres, Philipsen, il a eu vraiment du mal. Même Groenewegen revient un petit peu. Van Aert revient très fort, lui, parce que je pense qu'il a déclenché un peu tardivement, parce qu'il est gêné par Alaphilippe. Et puis, bon, à la fin, il fait un petit peu du frotti-frotta avec Groenewegen, mais dans le respect des règles. Alors, pas dans le respect des règles sanitaires, mais dans le respect des règles du cyclisme. Mais du côté de Philipsen, il lui manquait
il lui manquait un petit peu de vitesse sur la fin. Et puis Groenewegen, hein, quand même. Hein. Sprint sur le faux plat montant, Groenewegen, on en parle. Il passe de mieux en mieux les basses, Groenewegen. J'en avais parlé l'année dernière déjà à la fin du Tour de France parce que j'avais trouvé le Tour de France de Dylan Groenewegen vraiment très intéressant. J'avais dit, bon, déjà il avait gagné son étape, c'était important dans sa reconstruction après l'accident avec Jacobsen, et j'avais dit le travail qu'il avait fait sur le Dauphiné par exemple lui avait vraiment fait beaucoup de bien. Je trouve qu'il avait bien enchaîné Dauphiné Tour de France et ça lui avait fait, il avait vraiment progressé en montagne parce que Groenewegen les premières années il passait pas de bosse, hein. C'était un peu comme Jacobsen, et là aujourd'hui, alors je te dirais pas qu'il irait chercher un maillot vert Groenewegen, mais on voit qu'il est de plus en plus polyvalent. Là aujourd'hui il lui en manque un petit peu, mais déjà il est mieux placé, et pourtant j'ai pas l'impression que Mesgeck fasse un super boulot, mais bon, là encore, hein, la caméra. Mais il a vraiment, sur un sprint comme ça en faux plat montant, Groenewegen, pas habituel, hein, donc vraiment bien de la part du néerlandais. Et c'est un coureur, par exemple l'étape de Poligny, parce qu'il passe de mieux en mieux la montagne aussi. En troisième semaine, Poligny ou Bourg-en-Bresse, l'étape qui part de Bourg-en-Bresse, hein, ça peut être des étapes où il peut être très intéressant Groenewegen, hein, ça peut faire partie des favoris sur les étapes de troisième semaine. S'il n'abandonne pas d'ici là, ce qui peut arriver, on a bien vu avec Mark Cavendish. Les bonnets d'âne. Pas mal de bonnets d'âne ce soir, donc on va essayer de faire concis. On va essayer de faire court sur chacun des bonnets d'âne. Je commence avec Fred White. Il n'a pas super bien couru Fred White, c'est-à-dire que soit tu décides le matin que tu joues le sprint, et dans ce cas-là tu te concentres sur le sprint et tu fais pas d'efforts superflus, soit tu décides d'attaquer, mais dans ce cas-là tu attaques de manière un peu plus forte que ce qu'il a fait. Là aujourd'hui Fred White, il a décidé un petit peu de faire les deux. Bon, ça pouvait pas marcher. Ça pouvait pas le faire. C'est-à-dire qu'il part à, je sais plus, dans les 10 derniers kilomètres, il tente une attaque. C'était pas très fut-fut de sa part parce qu'il a grillé de l'énergie à ce moment-là. Et forcément, c'est de l'énergie qui lui manque dans le sprint final, peut-être pour frotter, peut-être pour mieux se placer. Il termine devant Sagan, je crois quand même. Il finit, que je reprenne ça. Fred White, il finit 13. Il finit 13e. Ouais. Donc voilà, ça aurait pu être mieux pour Fred White du côté de la Bahrain Victorious. Mais je pense qu'aujourd'hui, il aurait dû se contenter du sprint. Il a voulu jouer les deux cartes. Je pense que c'était pas très intelligent de sa part. Après, c'est un coureur qui est un petit peu en manque de résultats depuis le début de saison, Fred White, par rapport à l'année dernière, qui a des moins bonnes jambes que l'année dernière. C'est vrai qu'à part son titre de champion de Grande-Bretagne, cette année, il n'y a pas forcément des très très grands résultats. Et je pense qu'il avait envie de se rassurer au niveau de ses jambes et il en a trop fait dans le final. Donc c'est dommage parce que il finit 13e alors qu'il y avait un peu mieux à faire. Je poursuis avec Yates et Landa, enfin l'autre groupe. Forcément, hein, c'est pas la bonne nouvelle pour eux. 47 secondes de perdu sur la chute. On espère que d'un côté comme de l'autre, on n'a pas trop souffert. Landa, je pense qu'en plus, il a vraiment pas des bonnes jambes cette année parce qu'il a eu du mal à tenir les roues de Yates et de Harper. Alors que Harper, c'est pas un rouleur. Hein. C'est même surprenant. Il n'y avait peut-être pas d'autres coureurs chez Jayco Alula de disponibles. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant de voir seulement Harper rouler. Alors je sais bien qu'il fallait du monde peut-être un peu autour de Groenewegen, mais j'ai l'impression qu'on ne croit pas trop en la possibilité de Sam Mendes de faire un bon classement général. Donc c'est vrai que c'est dommage parce qu'il était, il avait 3,11, donc il avait une vingtaine de secondes d'avance sur Rodriguez. Et là, il a perdu cette petite avance. Et c'est vrai qu'il prend du retard, notamment sur un Jai Hindley. Parce que j'ai vu hier une interview, je ne sais plus, sur France Télé. C'est pas Jay, hein, c'est vrai qu'on me l'avait déjà dit, mais j'avais oublié, c'est Jai Hindley. En australien, c'est pas Jay. Parce qu'on me fait chier avec les prénoms belges, mais alors les prénoms australiens et allemands, rien. Il n'y en a pas un qui m'emmerde dans les commentaires avec ça. Mais du côté de... Ouais, ça fait quand même un petit peu de retard pour Yates.
Et puis il voit surtout Gaudu et Bardet se rapprocher. Hein. Gaudu est à 2 secondes, Bardet est à 42 secondes. Donc voilà, ça se rapproche aussi à l'arrière pour Simon Yates. Et puis une chute la veille d'une grosse étape de montagne, c'est jamais l'idéal. Donc c'est vrai que il y a eu un petit coup de stress. J'espère que voilà, il n'y a pas trop d'égratignures au niveau de la nuit. Donc ça peut être voilà, faut toujours faire attention avec ce type de chute parce que c'est quand même arrivé à haute vitesse. Et il y a quand même un mec qui a abandonné sur cette chute-là. Et du côté de Landa, bah là, l'écart est encore plus important. Hein. L'avantage, c'est que Landa, maintenant, à 6,36, il est plus dangereux pour une victoire d'étape. Mais c'est quand même un Tour de France compliqué. Et puis, j'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas des très bonnes jambes, hein, Mikel Landa, pour le moment. Je poursuis avec Aramburu. Vous savez, moi, Aramburu, j'ai toujours eu du mal. Parce que j'ai toujours dit, c'est un mec qu'on m'a toujours promis un peu monts et merveilles avec Aramburu. Bon, j'ai toujours trouvé en dessous, surtout quand il y a de l'opposition. Et c'est vrai que Aramburu, bah là, il fait 12. J'ai pas l'impression qu'il soit gêné. Alors, j'ai pas l'impression qu'il soit énormément aidé non plus par la Movistar. Mais c'était aussi une arrivée où il peut être performant, Alex Aramburu. Mais à chaque fois, quand il y a beaucoup d'opposition, c'est quand même un coureur qui a beaucoup de mal. Donc c'est dommage. Pour ce coureur-là, ouais, je m'attendais à un peu mieux voilà, d'Alex Aramburu. Ça faisait partie des coureurs que j'avais hésité à mettre en grosse cote ce matin, mais bon, encore une fois, c'est vrai qu'on m'a souvent dit Aramburu, fantastique, très bon coureur. Et puis bon, dans la réalité, Aramburu, c'est pas un énorme palmarès. Si on regarde un petit peu, il a une victoire sur le Tour du Limousin, le circuit de Getxo et une étape du Tour du Pays Basque. Donc il a 6 victoires dans sa carrière voilà, professionnelle. Pour un mec qui a une grosse pente de vitesse, c'est quand même pas foufou à 27 ans. Voilà, il y a toujours, on m'en a toujours parlé. Moi, j'ai rarement trouvé qu'il était fantastique. C'est-à-dire quand je le mets en plus, c'est vraiment qu'il a fait quelque chose de bien. Caleb Ewan. Alors, pour tout vous expliquer, j'ai du mal à comprendre. Ce soir, Jasper Debeus fait 7, Caleb Ewan est dans un groupe à 20 secondes. Je crois un truc comme ça. Donc, quel est le projet désormais de la Loto? C'est plus Caleb Ewan le sprinter numéro 1, c'est Jasper Debeus. C'est-à-dire que si c'est ça, c'est quand même violent pour Caleb Ewan. Et à sa place, j'essaierai de trouver une nouvelle équipe. Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'est plus du tout prophète dans sa formation, alors que pendant très longtemps, c'était quand même un coureur qui arrivait après Greipel et il avait toujours été un petit peu choyé par la Lotto. J'ai l'impression que vraiment ça a changé du côté de la Lotto et qu'on veut des résultats. Et c'est vrai que là, de faire sprinter Jasper Debeus, si ça a été décidé le matin dans le bus, waouh, ça va être dur quand même. Hein. On me dit le matin dans le bus, non, Caleb, c'est pas toi le leader désormais, c'est Jasper Debeus. Waouh, ça doit faire mal, hein. Ça doit cognasser légèrement, mais bon, Debeus fait 7, l'autre il finit à 20 secondes. Alors est-ce que ça s'est mal goupillé encore une fois dans le final? Mais c'est vrai que hier, par exemple, il se fait complètement manger aux 3 km, hein, Caleb Ewan. C'est vrai que, alors déjà il n'a pas de train, mais en plus il n'arrive plus vraiment à frotter. Hein. Caleb Ewan, alors c'est peut-être aussi parce qu'il s'est pris pas mal de grosses chutes dans sa carrière. Il frotte plus du tout maintenant Caleb Ewan. Et bon, ça fait un peu penser à Nasser Boigny. C'est-à-dire quand un sprinter est plus en capacité de frotter, bah faut peut-être penser à une reconversion, quoi. Soit à se mettre au service d'un autre leader au niveau du sprint, soit à prendre sa retraite. Bon. Pour le moment, Caleb Ewan, ouais. C'est dommage parce il était bien revenu sur les semi-classiques belges, mais là ça se passe pas bien. Et puis je termine avec Guilherme. Pas bonne étape non plus de la part de Guilherme. Mais encore une fois, Intermarché mal organisé. C'est terrible, mais entre Tennyson et Adrien Petit et Guilherme, il n'y a aucune connexion. Là, le sprint, il est perdu quasiment d'entrée parce que vous avez Adrien Petit qui tente qui remonte à un moment à 1,7 km, 1,8 km comme il avait fait à Bayonne, sauf qu'il n'a pas Guilherme dans la roue. Donc on se demande à quoi il sert à ce moment-là Adrien Petit. Tennyson, il se retrouve en tête de peloton à 5 km de l'arrivée, c'était beaucoup trop tôt.
Donc il y a vraiment un gros problème d'organisation. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de résultats avec Guermeil. Tant qu'ils sont aussi mal organisés, ça sera compliqué. Mais c'est quand même pas la première année qu'ils sont pas bien organisés sur les sprints. Parce que l'année dernière, avec Christophe, sur toute la saison, Christophe et Pasqualone, ça marchait pas des masses. Alors moi, au départ, je pensais c'est parce que Pasqualone n'était pas un bon poisson pilote. Sauf que quand tu regardes cette année avec Jonathan Milan sur le Giro, Andrea Pasqualone, il a fait du très bon job pour Jonathan Milan. Donc c'était pas un problème de poisson pilote. On n'arrive pas à s'organiser dans cette formation. Alors est-ce que ce sont les directeurs sportifs qui n'ont pas cette culture du sprint? Et dans ce cas-là, il faut peut-être aller voir d'autres mecs. Ou est-ce que tout simplement on n'arrive pas à se parler correctement dans cette formation, on n'arrive pas à coordonner les choses, mais il y a un problème chez Intermarché au niveau de la gestion des sprints parce que très souvent ça fonctionne pas et je pense que quand tu as un mec comme Guermeil qui est quand même très talentueux et qui me semble pas en mauvaise condition physique, bah, ça serait bien d'avoir un minimum d'organisation pour emmener un coureur de ce type-là. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, alors le débrief devait arriver un peu plus tard peut-être parce que les horaires d'étape sont prévus un petit peu plus tard. Encore une fois, posez vos questions pour des parts fictifs. N'hésitez pas à aller voir également les sondages. N'hésitez pas également à aller voir PS 2.0 et TikTok. Demain 7h, présentation de l'étape, débrief 21h ou 21h30 sur YouTube. Par contre sur TikTok, juste après l'arrivée. Et bien non, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao ciao!